Voilà, je poursuis aujourd'hui les recherches entamées sur les concepts dans le cadre d'une perspective qui repose sur l'idée ou la métaphore du dossier mental. Un concept est vu comme un dossier mental se rapportant à quelque chose, ce à quoi se rapporte le concept, ce dont il est le concept, c'est la référence du dossier mental, ce à quoi se rapporte le dossier mental, comme si vous avez un dossier sur quelque chose avec une étiquette. Le quelque chose, c'est la référence du dossier. La référence est déterminée par des facteurs de type environnementaux, notamment la relation que vous avez à certaines entités au sujet desquelles vous avez acquis certaines informations qui vont dans le dossier. C'est la source des informations qui détermine la référence pour l'essentiel. Mais les informations qui vont dans le dossier, les informations acquises à propos de la référence, c'est l'ensemble de ces informations, c'est ce que j'ai appelé la conception. Et la conception est quelque chose qui varie, qui fluctue au fil du temps, parce qu'évidemment, on n'a pas toujours les mêmes connaissances ou les mêmes idées sur les choses à propos desquelles nous avons des concepts. Donc on a la référence du dossier, on a le contenu du dossier, c'est la conception, et puis il y a une troisième chose très importante qui est le dossier lui-même. Et cette idée de dossier lui-même implique qu'on distingue plusieurs façons de concevoir les dossiers. Et la dernière fois, j'ai emprunté à la métaphysique analytique une distinction qu'elle fait quand il s'agit des objets particuliers. Elle distingue les particuliers nus ou les particuliers minces. C'est le particulier en tant que tel, si on fait abstraction de ses propriétés. Et le particulier épais, c'est le particulier avec ses propriétés. Évidemment, il y a des théories métaphysiques qui vont nier qu'il y ait autre chose que les particuliers épais, parce qu'il y a des gens qui pensent que les particuliers ne sont rien d'autre que l'ensemble de leurs propriétés. Leibniz, par exemple, pense cela. Il n'y a pas de différence purement numérique entre deux particuliers. Il doit y avoir des différences de propriétés. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'en fait, non, que les particuliers sont autre chose que l'ensemble de leurs propriétés. Donc il y a quelque chose, si on fait abstraction des propriétés, il reste quelque chose qui est précisément le particulier nu ou le particulier mince. Et j'avais repris cette idée pour faire une distinction analogue dans le cas des dossiers, en disant qu'on peut distinguer le dossier en tant que tel, le dossier nu ou le dossier mince, indépendamment de son contenu, ou on peut considérer le dossier avec son contenu. Et j'avais appelé ça le dossier épais. Et puisque, comme je l'ai dit, la conception qui est le contenu du dossier mental sur quelque chose, la conception varie et fluctue, ça signifie qu'à un seul et même dossier mince, si vous voulez, qui persiste à travers le temps, correspondent à différents moments des dossiers épais différents, qui sont le dossier mince en question associé à telle ou telle conception. Le point important dans tout cela, c'est la distinction que j'ai présentée, non pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, entre le concept et la conception. C'est ça la distinction importante. Il ne faut pas réduire le concept à la conception, comme ça a été fait pendant assez longtemps dans les réflexions des philosophes, et pas seulement des philosophes, aussi des psychologues, sur les concepts. Cette distinction entre le concept et la conception, elle nous est imposée notamment par ce que j'ai appelé l'argument de la stabilité, c'est-à-dire le fait qu'il doit être possible de conserver un certain concept alors même que la conception change. Cette idée est fondamentale pour comprendre ce qu'est un changement d'avis. Changer d'avis sur quelque chose, ça signifie qu'il y a une certaine pensée, une certaine croyance, quelque chose que vous acceptez à un certain moment, et cette même chose, vous la rejetez
après une certaine délibération, après un certain moment. C'est ça le changement d'avis. Et la chose que vous acceptez d'abord et que vous rejetez ensuite doit être la même chose, ça doit être la même pensée. Et pour que ce soit la même pensée, il faut qu'elle soit constituée des mêmes concepts. Et donc ça veut dire que, suivant l'exemple que j'avais donné, vous croyez que les tigres ronronnent, puis on vous apprend que ce n'est pas le cas et vous ne croyez plus que les tigres ronronnent. C'est important que ce soit la même pensée que les tigres ronronnent, que vous acceptiez avant, que vous rejetez maintenant. Et si c'est la même pensée, ça veut dire que c'est le même concept de tigre, parce que si ce n'était pas le même concept de tigre, ce ne serait pas la même pensée. Et si c'est le même concept de tigre, ça veut dire que votre concept n'est pas individualisé par votre conception, puisque la conception avant incluait le ronronnement, alors que la conception après le changement d'avis n'inclut plus le ronronnement. Donc c'est ce type d'argument qui conduit à dire que les concepts doivent avoir plus de stabilité que n'en ont les conceptions, qui varient. Et on rend compte de cela avec cette métaphore du dossier mental en disant que le concept, c'est le dossier et que la conception, c'est le contenu du dossier. Alors il y a une autre notion importante, c'est la notion de mode de présentation. C'est une notion philosophique, c'est une notion introduite par Frege. Il y a ce que le philosophe Steven Schiffer a appelé la contrainte de Frege, qui dit que quand un sujet rationnel se trouve attribué au même moment à un certain objet une propriété et la propriété contraire, ou encore, si le sujet est prêt à attribuer une certaine propriété à un objet, mais au même moment, il est prêt aussi à refuser à cet objet cette propriété, ça paraît irrationnel, mais ça peut arriver à un sujet rationnel, ça peut arriver si le sujet en question se représente l'objet auquel il attribue la propriété de deux façons différentes, parce qu'il peut ne pas se rendre compte que c'est le même objet. C'est pourquoi, dans un cas, il lui attribue une propriété, dans l'autre cas, il refuse de lui attribuer cette propriété ou lui attribue la propriété contraire. Alors, ces cas-là, ils sont importants pour les discussions sur le sujet. Ce sont les cas fréliens dont j'ai parlé. Les cas comme la situation de Lois Lane, la collègue de Clark Kent, le journaliste. Elle ne sait pas que Clark Kent a les super-pouvoirs qui font qu'il se transforme régulièrement en Superman. Mais elle connaît Superman et ses exploits. Elle admire beaucoup Superman, donc elle a une conception, elle a une représentation de Superman, elle a une représentation de Clark Kent, elle a deux dossiers mentaux distincts et elle est prête à attribuer à Clark Kent des propriétés qu'elle refuse à Superman et vice-versa. Elle attribue à Superman la propriété de pouvoir voler dans les airs, elle refuse cette propriété à son collègue Clark Kent. Et pourtant, c'est le même individu, donc c'est exactement un cas frélien. Lois Lane, c'est quelqu'un de rationnel. Elle est prête à attribuer à un certain individu, c'est-à-dire Clark Kent, connu également comme Superman, enfin cette personne qui est à la fois Clark Kent et Superman, elle lui attribue une propriété, celle de savoir voler, et elle lui refuse cette propriété parce que ça dépend comment elle se représente l'individu en question. Quand elle se le représente comme Superman, elle croit qu'il peut voler. Quand elle se le représente comme Clark Kent, elle pense qu'il ne peut pas voler. Elle refuse d'admettre qu'il puisse voler. Donc c'est un cas de ce genre, et ce que dit Frege, c'est qu'ici on a deux modes de présentation différents. Bien que la référence soit la même, le mode de présentation est différent. Et comme je vous ai dit, c'est ça qui empêche d'individualiser les concepts simplement par leur référence, parce qu'on a envie de dire qu'il y a deux concepts distincts dans un cas de ce genre, si on admet d'étendre la notion de concept au concept singulier qui porte sur un individu particulier. Et je vous ai donné aussi l'exemple de Romain Gary et Émile Ajar, deux écrivains qui en fait sont le même. Mais les gens ne le savaient pas pendant longtemps, et les critiques littéraires, comme je vous ai dit, ont de façon assez remarquable, et c'était un peu ce qu'avait voulu Gary en prenant ce pseudonyme, les critiques littéraires se sont trouvés dire des choses sur Ajar qui étaient le contraire de ce qu'ils étaient prêts à dire sur Gary. À savoir que Ajar était un écrivain d'avenir, alors que pour eux, Gary était un has-been, quelqu'un qui avait son avenir derrière lui. Alors ce que j'ai dit, c'est que dans les cas fréliens, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, dans les cas fréliens, on a deux dossiers mentaux, certes, mais c'est très important de voir que ces deux dossiers mentaux véhiculent des conceptions différentes. Les critiques littéraires, ils ne pensent pas du tout la même chose sur Ajar et sur Gary. C'est pourquoi ils sont prêts à attribuer à l'un une propriété qu'ils refusent à l'autre.
Et pareil dans le cas de Lois Lane avec Superman et Clark Kent. Il y a toujours, dans les cas freudiens, c'est les cas où un sujet rationnel attribue des propriétés contradictoires au même objet, mais sans se rendre compte que c'est le même objet parce qu'il y a deux modes de présentation différents, ben dans ces cas-là, il y a toujours des conceptions différentes, des choses que vous croyez sur un des objets, en fait c'est le même mais vous ne le savez pas, et que vous ne croyez pas sur l'autre. Donc les conceptions sont différentes, ça veut dire que cette idée de mode de présentation correspond au dossier épais, au dossier avec la conception. Ou une autre façon de dire les choses, c'est de dire que le mode de présentation correspond à une phase, à une tranche temporelle du concept, phase qui est caractérisée, entre autres choses, par la conception véhiculée par le concept au moment dont il s'agit. J'ai dit qu'un même concept, à différents moments du temps, véhicule telle ou telle conception. Et le mode de présentation, c'est le concept à un certain moment, en tant qu'il est associé à une certaine conception. C'est la conception, notamment, qui motive, qui fait que le sujet est prêt à attribuer telle ou telle propriété à l'objet. Qu'il est prêt à dire telle ou telle chose, à penser telle ou telle chose, ou à agir de telle ou telle façon vis-à-vis de l'objet. Donc, le mode de présentation, c'était ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est le dossier épais, et pas le dossier mince. Le dossier mince, c'est le concept. C'est une entité dynamique qui est susceptible d'être associée à des conceptions différentes à différents moments du temps. Alors, armé de ces distinctions, on peut revenir brièvement sur l'exemple repris à Tyler Burge, son exemple fameux de l'arthrite, où on a un sujet qui a de l'arthrite et qui, un beau matin, a une douleur dans la cuisse et pense que son arthrite a gagné sa cuisse. Donc il pense « j'ai de l'arthrite dans la cuisse » et il va se plaindre à son docteur et le docteur lui dit « non, non, vous n'avez pas d'arthrite dans la cuisse, c'est impossible, parce que l'arthrite, ça affecte les articulations seulement. » Et bon, Albert ne peut qu'être d'accord parce que son information vient du docteur sur l'arthrite. Donc, il se rend aux raisons du docteur. Il admet qu'il n'a pas d'arthrite dans la cuisse, contrairement à ce qu'il croyait. Donc, dans un cas de ce genre, ce qu'il faut dire, et c'est ce que je crois que j'ai dit déjà, c'est qu'on a ce concept d'arthrite dans l'esprit d'Albert. Il a un concept d'arthrite. Il a aussi une certaine conception de l'arthrite. Sa conception de l'arthrite n'inclut pas le fait que l'arthrite affecte exclusivement les articulations, puisque précisément il pense qu'il en a dans la cuisse. Mais suite à l'échange avec le docteur, sa conception change. Il change d'avis et il dit « ah bon d'accord, j'ai pas d'arthrite dans la cuisse, mais enfin ça me fait un peu mal, ça me fait mal comme mon arthrite ». Donc la conception change entre le moment avant la discussion avec le docteur et après, mais le concept reste le même. Et on a besoin que le concept reste le même parce que pour que ce soit véritablement un changement d'avis, il y a de la place, hein? Non? Pour que ce soit vraiment un changement d'avis, il faut que ce soit la même pensée, encore une fois, qui était acceptée avant le changement d'avis et qui est rejetée après, et il faut donc que ce soit les mêmes concepts. Donc c'est le même concept d'arthrite, mais il y a eu un changement de conception. Donc c'est ça qu'on veut dire. Et on veut dire aussi que dans la mesure où il y a eu ce changement de conception, le dossier épais est différent après qu'avant, parce que, même si c'est le même concept, ce n'est pas la même conception. On a donc envie de dire que le mode de présentation de l'arthrite est différent. Il se représente l'arthrite différemment avant et après. Alors, employer ici la notion de mode de présentation, je pense que c'est légitime, d'autant plus que j'ai identifié la dernière fois, et je continue à le faire, le mode de présentation et le dossier épais. Donc là, on a bien effectivement une distinction entre le dossier épais avant et après. Donc j'ai envie de dire qu'il y a bien deux modes de présentation distincts. Mais il faut remarquer quand même que la notion de mode de présentation
tel qu'on peut l'appliquer ici, après avoir caractérisé le mode de présentation, après l'avoir identifié au dossier épais, ce n'est pas exactement la même chose que la notion en tant que définie par son rôle que lui attribue Frege dans l'explication des cas frégéens. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais presque la même chose. Mais la différence, c'est qu'un cas frégéen, c'est un cas où vous avez un sujet rationnel, comme Lois Lane, comme les critiques littéraires dans le cas de Hajar et Gary. Vous avez un sujet qui, à un moment donné, au même moment, attribue des propriétés contradictoires, ou est disposé à attribuer des propriétés contradictoires à ce qu'il croit être deux objets distincts, mais qui sont en fait le même objet. C'est possible parce qu'il a deux modes de présentation différents. Et l'idée de mode de présentation, c'est ce qui nous permet de restaurer la rationalité du sujet dans ces cas-là. C'est ce qui nous permet de dire que le sujet ne se contredit pas vraiment, même s'il attribue des propriétés contradictoires au même objet, parce qu'il se représente cet objet de deux façons différentes. Donc les pensées dans son esprit ne sont pas la même. Il y en a une qui l'accepte, l'autre qui rejette, mais ce n'est pas la même pensée, donc il n'y a pas de contradiction. Ce qui est essentiel dans ces cas-là, c'est le fait que ce soit un sujet, à un moment donné, qui accepte une chose, qui en rejette une autre. Mais ce n'est pas ce qu'on a dans l'exemple de Burge. Dans l'exemple de Burge, vous avez un sujet qui accepte une chose à un moment donné et qui rejette cette chose après avoir été convaincu par le docteur, à un autre moment. Donc cette différence est assez importante et j'y reviendrai dans un moment, mais ce que je voudrais indiquer, c'est qu'il y a moyen néanmoins, si on veut dire que dans le cas de Burge, dans l'exemple de Burge, il y a un changement de mode de présentation, il y a un moyen d'aligner cet exemple sur les cas fréliens, si on veut. Et c'est une chose, en fait, peu de gens le savent, mais ça a été tenté par un philosophe qui s'appelle, un philosophe britannique, Gabriel Celial, qui a proposé une variante de l'exemple de Burge qui permet de projeter les deux conceptions, celle de Albert avant, la rencontre avec le docteur, et celle de Albert après. Ces deux conceptions-là, il les projette à un moment, au lieu qu'elles soient à deux moments du temps différents pour Albert, il les met dans l'esprit d'Albert au même moment. Et comment il fait ça? Eh bien, simplement, il échafaude un scénario où Albert est le Albert que nous connaissons, donc il croit qu'il a de l'arthrite dans la cuisse. Il n'a pas encore parlé avec son docteur. Mais il va faire un voyage. Il va en Angleterre. Il y reste un certain moment. Et puis il discute avec des gens. Et il apprend l'existence d'une maladie qu'on appelle en anglais arthritis. Et en fait, c'est le mot anglais qui traduit arthrite, mais il ne se rend pas compte que c'est le mot anglais qui traduit arthrite. Donc il entend parler de cette maladie, arthritis, et il apprend de cette maladie ce qu'il y a à savoir notamment que c'est une maladie qui affecte exclusivement les articulations. Donc la conception que Albert se fait de cette maladie arthritis, c'est la même conception que celle dans la première variante de l'exemple, qu'il acquérait suite à la discussion avec son docteur. Mais il garde, Albert, dans la nouvelle variante, en mémoire, l'autre conception, la conception de l'arthrite comme une maladie qui peut notamment affecter la cuisse. Donc il a ces deux conceptions dans l'esprit au même moment. L'une, c'est sa conception de l'arthrite, parce qu'il n'a pas encore été détrompé par son docteur. Et l'autre, c'est une conception qui se rapporte à ce qu'il croit être cette autre maladie dont il a entendu parler en Angleterre et qui s'appelle arthritis. Et il ne se rend pas compte que arthritis et arthrite, c'est la même chose. L'un est la traduction de l'autre. Donc là, on a en quelque sorte un cas où, à partir de l'exemple de Burge, on montre en projetant ces deux conceptions au même moment dans l'esprit d'Albert qu'on a effectivement affaire à un cas frégéen, c'est-à-dire qu'on a un sujet rationnel, Albert, qui se représente ce qui est en fait la même maladie, car ce que les Anglais appellent arthritis et ce que nous appelons arthrite, c'est la même chose. Donc il se représente cette même maladie, mais de deux façons différentes, à travers deux conceptions différentes, sous deux modes de représentation différents, et c'est ça qui sauvegarde sa rationalité. Alors je reviendrai sur ces variantes dans un instant.
parce qu'en fait, la différence entre les deux cas est très intéressante. Mais ce que je voudrais faire d'abord, c'est revenir sur la distinction que j'ai faite la dernière fois entre le concept et le mode de présentation. Le concept, c'est le concept mince, le concept nu, le dossier nu, qui persiste à travers le temps, et le mode de présentation, c'est le concept en tant que véhiculant une certaine conception. Associé, c'est le dossier épais. Eh bien, cette distinction me semble être un progrès dans les discussions auxquelles nous participons par le choix de ce sujet. Mais c'est un progrès, mais c'est important de voir qu'il semble avoir un coût, et même il semble avoir un coût très important, parce que à partir du moment où on fait cette distinction, qu'en général on ne fait pas, eh bien, ça a des conséquences, notamment par rapport à des choses que j'ai déjà dites et que peut-être je ne pourrais plus dire. En tout cas, je veux vous présenter une apparente objection qui vient simplement du fait que maintenant nous faisons cette distinction, le concept, le mode de présentation, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est la même distinction qu'entre le dossier mince et le dossier épais. À partir du moment où on a cette distinction, un certain nombre de choses que j'ai dites semblent devoir être retirées, ce qui serait quelque peu problématique. Donc permettez-moi de vous présenter ce dont il s'agit. La dernière fois, je vous ai dit que la source de la contrainte de Frege, c'est ce que Evans appelle la contrainte cognitive, qui elle est quelque chose de fondamental. C'est l'idée que deux pensées sont distinctes s'il est possible à un sujet rationnel d'accepter l'une et de rejeter l'autre simultanément. Donc, si un sujet rationnel accepte une pensée et rejette une autre pensée, c'est que c'est des pensées différentes. Car si c'était la même pensée, il ne pourrait pas l'accepter et la rejeter en même temps sans être irrationnel. Donc c'est cette contrainte qui nous conduit à dire que dans l'exemple, par exemple, des critiques littéraires, quand les critiques littéraires pensent « Émile Ajar est un écrivain d'avenir » et quand ils pensent « Romain Gary est un écrivain d'avenir », chose qu'ils ne pensent pas au sens où ils ne le croient pas, mais ils peuvent former cette pensée et la rejeter, alors que la première pensée, Émile Ajar est un écrivain d'avenir, non seulement ils peuvent la former, mais ils l'acceptent. Et bien ces deux pensées, précisément parce que les critiques littéraires acceptent l'une et rejettent l'autre, ce que nous dit Frege, c'est que ça implique que ce sont deux pensées différentes. Et donc ça implique que Émile Ajar et Romain Gary, ces noms-là, correspondent dans l'esprit des critiques littéraires à des représentations différentes, des concepts différents. Et l'argument freudien, ou son explication, c'est simplement que, puisque, en vertu de la contrainte cognitive, ça doit être des pensées différentes, ben on explique le fait que ce soit des pensées différentes en disant que le référent, c'est-à-dire l'individu qui est à la fois Gary et Ajar, celui qui a écrit tous ces livres, cet individu-là est représenté de deux façons différentes dans les deux cas, et ces deux modes de présentation distincts, ces deux concepts distincts, ben, sont des constituants des pensées, comme les concepts sont des constituants des pensées, donc vous avez deux pensées qui ont pas... Il y a un constituant qui est différent, et c'est pourquoi c'est des pensées différentes. Donc c'est ça, en gros, l'explication de Frege pour ces cas frégéens. Et ce que je dis, c'est que cette explication que nous avons en quelque sorte acceptée, eh ben, on ne peut plus la maintenir si on a la distinction que j'ai faite entre le concept et le mode de présentation. Car vous voyez que dans cette distinction de Frege, ben, on ne distingue pas les deux. Donc regardez le deuxième paragraphe. La différence entre ces deux pensées tient au fait que l'individu en question est représenté sous deux modes de présentation ou à travers deux concepts distincts. On ne distingue pas les deux. Et on dit que les concepts en question, ces modes de présentation, ces concepts de Ajar et de Gary, ces modes de présentation sont des constituants des pensées. C'est pourquoi la différence de mode de présentation
induit une différence de pensée. L'explication repose sur la non-distinction mode de présentation-concept. Mais nous, on a fait cette distinction. On a dit que le concept reste identique, le concept en tant que tel reste identique à travers les changements de conception. Les changements de conception affectent la façon dont le sujet appréhende le référent et donc le mode de présentation. Qu'est-ce qui en résulte? Ce qui en résulte, c'est que le mode de présentation n'est pas le concept en tant que tel, mais, comme je l'ai dit, le concept à un moment donné, en tant qu'il véhicule une certaine conception. Et c'est là qu'est le problème. Ce sont les concepts qui sont des constituants des pensées. Mais le mode de présentation, lui, il est tributaire de la conception. Ce n'est pas la même chose. Le concept de tigre est un constituant de la pensée « les tigres ronronnent », à la fois quand j'adhère à cette pensée, et après, quand j'apprends que ce n'est pas vrai et que je rejette cette pensée. C'est toujours la pensée incluant le concept de tigre que j'acceptais, que maintenant je rejette. La différence de conception ne joue aucun rôle, puisque le concept de tigre, c'est simplement le dossier lui-même, en quelque sorte. Et c'est ça qui est le constituant des pensées. Alors que le mode de présentation, ce n'est pas seulement le concept, c'est le concept avec sa conception, la conception qui véhicule à un moment particulier. Et ce qui est important, c'est qu'une différence de conception est compatible avec l'identité du concept sous-jacent, puisque dans des exemples comme celui de Burge, on a le même concept et puis il y a un changement de conception, mais c'est toujours le même concept. Et ce que ça nous montre, c'est que l'existence de deux modes de présentation distincts, qui est due à l'existence de deux conceptions distinctes, n'implique plus qu'il y ait deux concepts distincts. Et donc, n'implique plus qu'il y ait deux pensées distinctes. Puisque l'argument, c'est on a bien deux pensées distinctes, puisqu'il y a un constituant, un concept qui a changé. Mais on est arrivé à cette conclusion parce qu'on avait changé, le mode de présentation avait changé. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que le mode de présentation peut changer parce que la conception change. Ça n'implique pas que le concept lui-même change. Et donc, l'explication freudienne sur laquelle on s'appuyait, l'explication des cas freudiens avec cette idée, le mode de présentation, le concept qui change, etc., ne marche plus si on fait la distinction concept-mode de présentation. Donc, il y a un problème. Et ce problème va nous permettre de clarifier un peu les choses. Je suis désolé, tout ça, c'est peut-être un peu technique, mais il faut entrer dans les détails forcément à un moment ou l'autre. En tout cas, le problème n'est pas, je crois, aussi sérieux qu'il pourrait sembler. Je pense qu'il faut commencer par faire une concession. Il y a des places devant, si vous voulez. Commencer par faire une concession et admettre qu'il est vrai que si on distingue le concept et le mode de présentation, comme je l'ai fait, en disant le concept c'est le dossier mince sans le contenu, et le mode de présentation c'est le dossier épais avec le contenu, si on distingue concept et mode de présentation, la différence des modes de présentation n'implique plus automatiquement une différence au niveau des concepts et donc une différence au niveau des pensées. Donc c'est vrai que l'explication freudienne telle qu'elle est ne peut plus fonctionner. Albert, avant et après son changement d'avis, déploie le même concept d'arthrite, mais le changement dans sa conception se traduit par une différence de mode de présentation, une différence dans la façon dont Albert se représente sa maladie. Mais c'est ça qu'on voit maintenant avec cette distinction concept-mode de présentation. La différence de conception, le fait qu'Albert ait changé d'avis, qu'il reconnaisse maintenant que l'arthrite est seulement une maladie des articulations, cette différence n'a pas d'impact sur la pensée qu'Albert exprime quand il pense « j'ai de l'arthrite dans la cuisse ». C'est toujours la même pensée. Au moment où il accepte cette pensée ou au moment où il la rejette, c'est toujours la même pensée, avec toujours le même concept. Le changement de conception n'affecte pas la pensée parce qu'elle n'affecte pas le concept. Elle affecte seulement le contenu du concept. Donc, elle n'a pas d'impact sur la pensée que pense Albert. Par contre, évidemment, elle a un impact sur l'attitude d'Albert vis-à-vis de cette pensée. Le fait d'accepter la pensée ou le fait de la rejeter, c'est ce qu'on appelle la force par opposition au contenu. Mais je n'aurais pas dû dire ça parce que quand on a la distinction force-contenu, on prend le contenu dans un sens différent de celui
auquel je prends le mot quand je parle du contenu d'un concept, donc oubliez. En tout cas, l'attitude d'Albert dépend évidemment de sa conception. C'est parce que la conception d'Albert a changé que maintenant il rejette la pensée qu'il a de l'arthrite dans la cuisse, alors qu'avant il l'acceptait. Mais c'est la même pensée avant et après, celle qu'il rejetait avant, celle qu'il acceptait avant, celle qu'il rejette maintenant. C'est la même pensée, parce que la conception d'Albert n'affecte pas la pensée, mais seulement l'attitude du sujet vis-à-vis de la pensée. Donc il faut faire cette conception-là qu'on a effectivement un problème. Mais je ne crois pas que cette conception doive nous conduire à remettre en cause la possibilité d'expliquer, comme le fait Frege, la différence des pensées par une différence des modes de présentation dans les cas fréliens. Donc je pense qu'on peut quand même garder l'explication de Frege, mais à condition de la compléter. Donc il ne s'agit pas de la rejeter, mais simplement de la compléter. Donc je reviens à l'exemple de Hajar et Gary. La différence de mode de présentation tient à la différence de conception. Les critiques littéraires ont une certaine conception de Romain Gary comme un has-been, un écrivain qui a été grand dans son temps, mais qui maintenant se répète et est devenu stérile, et leur conception de Émile Ajar comme un brillant écrivain d'avenir. Ils se représentent complètement différemment les deux, sans se rendre compte que c'est Gary qui écrit les livres de Ajar. Ils ont donc des représentations contradictoires, les critiques littéraires, de la même personne, mais ils ne font pas de faute. Leur rationalité n'est pas en cause, parce que, encore une fois, ils se représentent cette personne de deux façons différentes. Alors, dans le cadre de la théorie des dossiers mentaux, on représente le fait qu'il n'y a pas de contradiction interne pour les critiques littéraires, parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est la même personne, précisément parce qu'il y a ces deux modes de présentation différents. On représente les choses en disant qu'il y a deux dossiers mentaux distincts, un dossier mental sur Émile Ajar, où il y a notamment le fait que ce soit un écrivain d'avenir, et puis il y a un dossier mental sur Romain Gary, où il y a le fait que c'est un has-been. Si c'était dans le même dossier mental qu'on avait les deux propriétés, il y aurait une contradiction, et là il serait coupable d'irrationalité. Mais il n'y a pas d'irrationalité parce que ce n'est pas dans le même dossier mental, donc la contradiction n'est pas apparente. Ils ne peuvent pas voir la contradiction, puisque les propriétés contradictoires sont réparties dans deux dossiers mentaux distincts. Donc c'est comme ça qu'on explique pourquoi la rationalité du sujet dans un cas frélien est préservée. Elle est préservée parce qu'il y a deux dossiers mentaux distincts et que les informations contradictoires se trouvent dans des informations distinctes et pas dans un seul et même dossier mental. C'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il y a deux modes de présentation différents. Et là, on voit une petite ambiguïté. Je vous ai dit qu'un mode de présentation, c'est un dossier épais. Dans un dossier épais, il y a deux choses. Il y a le dossier et puis il y a la conception qu'on met dedans. Quand on dit qu'on a deux dossiers épais distincts, c'est un peu ambigu. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans un cas frélien, il y a deux dossiers mentaux distincts. Quand on dit qu'il y a deux modes de présentation distincts ou deux dossiers épais distincts, c'est un peu ambigu. Dans un cas frélien comme là, ce n'est pas seulement qu'il y a deux conceptions différentes qui est important, mais c'est aussi le fait qu'il y a deux concepts différents. Car s'il y avait un seul concept, un seul dossier mental, il y aurait contradiction, parce que le sujet, au même moment, il attribue ses propriétés contradictoires. Donc pour sauver la rationalité, sauvegarder la rationalité du sujet, c'est très important que la différence de conception corresponde aussi à une différence de concept et que les deux conceptions soient véhiculées par deux concepts distincts, deux dossiers mentaux distincts. S'il y avait un seul dossier mental, il y aurait effectivement contradiction et il y aurait irrationalité. Donc dans les cas fréliens, il y a deux modes de présentation différents, mais ce que ça signifie, et donc il y a deux dossiers épais différents, mais ce n'est pas simplement deux dossiers épais différents qui seraient le même concept avec deux conceptions différentes, non. Dans un cas frélien, non seulement il y a deux conceptions différentes, mais il y a aussi deux dossiers différents, deux concepts minces différents. C'est essentiel. Et ce n'est pas du tout ce qu'on a dans l'exemple de Burge. Dans l'exemple de Burge, on a un seul concept, un seul dossier mental, le concept ou dossier mental
associée à l'arthrite dans l'esprit d'Albert. Avant la discussion avec le docteur, il y a une certaine conception dans l'esprit d'Albert. Après, il y a une autre conception dans l'esprit d'Albert, mais j'ai dit c'est le même concept. Donc là, on change, si vous voulez, de dossier épais parce que c'est plus la même conception qui est associée au concept avant et après, mais c'est le même concept. Alors que dans l'exemple d'un cas freudien, non seulement ce n'est pas la même conception, mais ce n'est pas non plus le même concept. Donc, il faut faire attention avec cette notion de mode de présentation et même avec la notion de dossier épais. Quand on dit qu'il y a deux dossiers épais distincts, est-ce qu'on veut dire simplement qu'on a changé la conception, mais c'est le même concept, ou est-ce qu'on a changé et la conception et le concept? C'est ça qui se passe dans les cas freudiens. Et on peut maintenant revenir à la variante de Seagull, la variante synchronique de l'exemple de Burge. Donc on a ce sujet qui il a ses croyances, Albert, sur son arthrite. Il pense que maintenant son arthrite a gagné sa cuisse parce qu'il ne sait pas que l'arthrite affecte seulement les articulations. Mais il voyage en Angleterre, il entend parler de cette maladie, arthritis, et il apprend que arthritis, c'est une maladie exclusivement des articulations. Et donc il a dans son esprit, au même moment maintenant, ces deux représentations de ce qui est en fait la même maladie, une représentation telle qu'il en a dans la cuisse de cette maladie, si je puis dire, mais une autre représentation de la maladie en tant qu'affectant seulement les articulations. Et il y a une contradiction entre les deux représentations de la même maladie, mais là, la rationalité de Albert est préservée par le fait qu'il a deux dossiers mentaux distincts. Il a son dossier mental sur l'arthrite, qu'il avait déjà, simplement, c'est une maladie dont il souffre, etc. Et il a une nouvelle représentation, un nouveau dossier mental sur cette maladie, arthritis, dont il a entendu parler pendant son voyage en Angleterre, et il ne se rend pas compte que c'est la même. Donc il a deux dossiers mentaux distincts. Et c'est ça qui préserve sa rationalité. Alors que dans le cas initial, le cas original de Burge, la rationalité est préservée simplement par le fait que les deux conceptions ne sont pas deux conceptions qui sont dans l'esprit du sujet au même moment. Donc il n'y a pas de problème de rationalité. Il croyait une chose avant, il en croit une autre maintenant, ces choses sont contradictoires, mais c'est OK, parce qu'il ne croit plus la première chose quand il croit la seconde. Et quand il croyait la première, il ne croyait pas la seconde. Donc il n'y a aucune irrationalité, parce que ça ne se passait pas au même moment. Mais à partir du moment... Et là, du coup, on pouvait dire c'est le même concept, mais la conception a changé. Mais dans les cas freudiens, on doit dire que non seulement la conception est différente, mais que les concepts sont différents, que les dossiers mentaux sont différents. Donc ma conclusion, c'est que dans les cas freudiens, la différence de mode de présentation implique une différence de véhicule, comme j'ai dit, de concept en tant que de concept de dossier mince, et pas seulement une différence de conception. Et pour cette raison, maintenant je reviens à ce qui était l'objection à l'explication freudienne des cas freudiens, pour cette raison, parce que dans les cas freudiens, la différence de mode de présentation implique une différence de concept et pas seulement de conception, pour cette raison, la différence de mode de présentation implique bien dans ces cas-là une différence au niveau des pensées, puisque les concepts ne sont pas les mêmes. La pensée que Ajar est un écrivain d'avenir fait intervenir à titre de constituant un concept qui est le dossier mince Ajar, qui est distinct du concept qui intervient comme constituant dans la pensée que Romain Gary est un écrivain d'avenir. Car là, le concept, ce serait le concept de Romain Gary. Et les dossiers sont différents, puisqu'on est dans un cas freudien. Dans un cas freudien, il n'y a pas seulement des conceptions différentes, mais des dossiers différents, des concepts différents. Et donc, les pensées sont différentes. Donc, l'explication freudienne marche effectivement dans les cas freudiens. Il y a une différence de mode de présentation, parce que les modes de présentation sont dans l'esprit du sujet au même moment et qui sont contradictoires, il doit y avoir dans l'esprit du sujet deux véhicules distincts, deux concepts distincts, deux modes de dossiers mentaux distincts. Et ce n'est pas seulement une différence de conception, il y a aussi une différence de concept. Donc, les pensées sont différentes puisqu'il y a un concept, un constituant de la pensée qui est différent. Donc, on peut très bien garder l'explication freudienne. Comme je disais, il suffit de la compléter, ce n'est pas nécessaire de l'abandonner.
OK. Alors maintenant, j'enchaîne sur un thème dont j'ai dit la dernière fois que je l'aborderai aujourd'hui. J'ai posé depuis pas mal de séances la question de l'individualisation des concepts. Qu'est-ce qui fait d'un concept le concept qu'il est par opposition aux autres? Qu'est-ce qui distingue mon concept de tigre de mon concept de chat? Alors, il y a plusieurs réponses. La première réponse que j'avais considérée, c'est l'idée que c'est le contenu du concept qui distingue ce concept de tous les autres. Et j'ai écarté cette réponse-là au nom de la distinction concept-conception, en recourant à ce que j'ai appelé tout à l'heure l'argument de la stabilité. L'autre théorie possible, c'est celle consistant à dire que ce qui individualise le concept, ce qui distingue le concept de tigre du concept de chat, c'est ce à quoi le concept se rapporte, les tigres ou les chats. Et j'ai dit que ça n'allait pas non plus, parce qu'on peut avoir des concepts distincts qui se rapportent à la même chose. Typiquement, c'est ce qu'on a dans les cas fréliens. Donc on ne peut pas dire ça. Et la troisième réponse consiste à dire que ce qui fait d'un concept le concept qu'il est, ce n'est pas son contenu, c'est-à-dire la conception véhiculée, ce n'est pas ce à quoi le concept se rapporte, c'est le véhicule, c'est-à-dire le dossier mince qui persiste à travers le temps. La conception peut varier, mais ça n'affecte pas l'identité du concept, puisque celui-ci est individualisé non par le contenu, mais par le véhicule. Une question que je n'aborde pas, c'est celle de savoir si la référence d'un concept peut changer au cours du temps. Il y a en tout cas, si on regarde les mots, il y a des mots qui ont certainement changé de référence au cours du temps. Si vous prenez le mot chaussure, enfin, je ne vais pas commencer. Si on considère que les mots du langage correspondent plus ou moins au concept, on sera tenté de dire que oui, les concepts devraient pouvoir changer de référence au cours du temps, comme les mots peuvent changer de référence au cours du temps. Mais c'est une question délicate, je ne vais pas l'aborder, même si je pense qu'en fait, oui, on peut avoir aussi des changements de référence, mais je ne vais pas aborder cette question-là. Je vais simplement m'en tenir à cette idée qu'un concept doit être individualisé par le véhicule, par le dossier mental, dans l'esprit du sujet. Et ce que je disais la dernière fois, c'est que ça pose immédiatement la question de savoir comment on va individualiser les dossiers mentaux eux-mêmes. Parce que c'est très bien de dire on individualise les concepts par ces dossiers mentaux dans l'esprit du sujet qui persistent à travers le temps, même si les conceptions varient. Si on dit ça, on doit répondre à la question de savoir ce qui se passe pour les dossiers mentaux eux-mêmes, sans quoi on n'a pas beaucoup avancé. Et puis on ne peut pas répondre à la question de savoir comment on individualise les dossiers mentaux eux-mêmes. On ne peut pas répondre qu'en invoquant la référence du dossier mental, ce à quoi il se rapporte, ou en invoquant le contenu, la conception véhiculée. Parce que ce serait un retour indirect au mode d'individualisation du concept que nous avons déjà rejeté. Donc on doit avoir une autre approche, une autre réponse à la question de savoir comment on individualise un dossier mental. Alors, ce que je vous propose, c'est quelque chose d'assez simple. Un dossier mental, en tant que véhicule, le dossier mental mince, donc, est ce qu'il y a dans mon titre pour la séance d'aujourd'hui, ce que les philosophes appellent un continuant, quelque chose qui persiste à travers le temps. Un particulier, comme un autre, comme cet ordinateur est un particulier qui persiste à travers le temps, et bien, pareillement, mon dossier mental est un particulier qui persiste à travers le temps. Et une thèse répandue à propos de l'individualisation des objets particuliers, une thèse répandue, c'est une thèse qui invoque l'origine. Je ne vais pas poser la question de savoir si cette thèse vaut pour tout particulier, mais en tout cas, ce qui m'importe simplement, c'est cette idée que, au moins dans certains cas, deux particuliers sont le même s'ils ont la même origine. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui fait que deux chats, je mets deux entre guillemets parce que vous ne savez pas encore est-ce que c'est le même, est-ce que ce n'est pas le même, mais vous posez la question, est-ce que c'est le même chat que vous voyez là et que vous avez vu là-bas? Qu'est-ce qui fait que deux chats sont le même chat ou pas? La réponse qu'on peut appeler originaliste,
la réponse par l'origine nous dit que les deux chats sont le même s'ils ont la même origine. Et l'origine d'un chat, ben, c'est la fécondation d'un ovule félin par un spermatozoïde félin. En gros, il y a un événement qui est à l'origine de cet individu. Et si c'est le même événement, bon, alors ça va poser le problème des... Je n'ai pas pensé au problème des... Bon, n'entrons pas dans les complications. Donc l'idée, c'est que pour un particulier, vous remontez à l'origine, le particulier est un continuant, donc il y a un point où il commence à exister, c'est l'origine, et puis il continue à exister. Et quand vous avez deux particuliers, la question de savoir si c'est le même, c'est la question de savoir est-ce que c'est la même origine. Alors cette idée-là, on peut essayer de l'appliquer aux concepts. On peut dire, ben, les concepts, après tout, c'est aussi des continuants. Donc on peut dire que deux concepts sont le même s'ils ont la même origine. Ça, c'est la théorie qui est proposée par Sainsbury et Tye dans un livre de 2012. Là, vous ne pouvez peut-être pas lire en petit, mais le sous-titre du livre, c'est une théorie originaliste des concepts. Ils défendent l'idée que deux concepts sont le même s'ils ont la même origine. Et c'est une idée que je pense, dont je pense qu'elle est très intéressante et que je propose de reprendre. Alors évidemment, il y a une petite complication quand j'invoque des gens comme Sainsbury et Tye, c'est que pour eux, un concept, c'est essentiellement et avant tout quelque chose de public. Et je vous parlais des mots tout à l'heure. Ben pour eux, les mots, ça joue un rôle très très important. Les concepts nous viennent beaucoup de là, des mots, du langage public. On se fabrique des concepts parce que notamment on a des mots. Et c'est certain qu'il y a une vie sociale des concepts. Mais néanmoins, au lieu de considérer, comme le font Sainsbury et Tye, les concepts comme essentiellement des choses publiques, des choses sociales, je voudrais défendre la position opposée, qui est celle d'autres philosophes comme Ruth Millikan ou David Papineau. Papineau qui nous a parlé en novembre et nous a fait une série de conférences. Ces philosophes-là considèrent, et je considère aussi, que les concepts sont fondamentalement des entités psychologiques, des choses qui sont dans l'esprit, donc des choses privées, si vous voulez. Un concept, c'est d'abord un dossier mental dans l'esprit d'un individu, dossier dont l'activation est elle-même un événement dans la vie mentale de cet individu. Donc c'est très très différent. Mais, et je parlerai beaucoup à partir de maintenant, je parlerai de ce problème privé, public, social, individuel, etc. C'est très important pour la théorie des concepts. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que cette différence de perspective, regarder les concepts comme quelque chose de social ou comme quelque chose de psychologique, c'est tout à fait perpendiculaire par rapport à la question de savoir comment on individualise les concepts, et notamment, on peut défendre l'idée originaliste, l'idée qu'un concept est un continuant, un particulier, qu'on va individualiser par son origine. On peut garder ça, même si on pense que les concepts sont des entités psychologiques, auquel cas, ce qui nous intéresse, c'est l'origine psychologique du concept. Alors, pour l'instant, je voudrais prendre cette perspective psychologique. Et ensuite, la question qui se pose, si on adopte cette perspective, on va devoir rendre compte du caractère public et social des concepts, de ce que c'est de partager un concept. Donc ça va être une tâche. Sainsbury et Tye, eux, ils ont la tâche inverse. Ils prennent les concepts comme d'emblée des choses publiques, des choses qui existent à travers notamment le langage, etc. Et ils vont devoir rendre compte de l'appropriation par un individu de ces concepts. De toute façon, il y a ces deux plans qui existent, mais dans l'ordre de l'explication, on considérera un des plans comme fondamental et l'autre comme quelque chose qu'on cherche à expliquer sur la base de ce qui est fondamental. Donc, je prends pour l'instant les concepts comme des dossiers mentaux dans l'esprit d'un individu particulier, et je demande qu'est-ce que c'est que l'origine d'un dossier mental, parce qu'on sait bien de dire qu'on va individualiser les particuliers et les continuants en général par leur origine, mais qu'est-ce que c'est que l'origine d'un dossier mental? Donc là, c'est vraiment, ce que j'ai en tête, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Imaginez que vous remarquiez un chat noir et blanc sans queue dans la rue, vous sortez de chez vous, vous voyez ce chat.
remarquer le chat en question, c'est ouvrir un dossier mental le concernant dans lequel vous emmagasinez vos observations à son sujet. Donc il y a cet objet-là, vous ne le connaissiez pas, vous le voyez, vous ouvrez un dossier mental, vous stockez là-dedans vos observations. Et ce dossier mental sera réactivé et les informations qu'il contient seront rendues disponibles plus tard si le chat vous revient en mémoire ou si vous le rencontrez à nouveau et que vous le reconnaissez. Donc ce dossier, il va persister, effectivement. Vous allez pouvoir puiser dedans à travers le souvenir. Vous revoyez le chat, ça vous évoque que c'est le même chat, donc vous avez ce dossier qui est réactivé. Et les informations que vous aviez qui redeviennent disponibles. Et les nouvelles informations qui vont venir enrichir ce dossier. Évidemment, il est possible que vous rencontriez le chat à nouveau, mais que vous ne le reconnaissiez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Dans ce cas, vous ouvrez un nouveau dossier mental, un autre, et vous avez deux dossiers mentaux. Et ça donne la possibilité éventuelle d'un cas freudien. Donc, dans le premier cas, le dossier qui se trouve activé lorsque vous reconnaissez le chat est le même dossier que celui où vous avez emmagasiné vos observations lors de la première rencontre. Et ces dossiers sont le même parce qu'ils ont la même origine. Le dossier que vous réactivez quand vous reconnaissez le chat, c'est ce dossier dont l'origine remonte à la première rencontre. Ce dossier que vous avez ouvert lors de la première rencontre. C'est le même dossier que vous ouvrez à nouveau. Mais dans le deuxième cas, lorsque vous rencontrez le chat à nouveau mais que vous ne le reconnaissez pas, il y a deux ouvertures de dossiers distinctes. Lors de la première rencontre, vous avez ouvert le dossier sur le chat que vous rencontriez. Lors de la deuxième rencontre, comme vous ne le reconnaissez pas, vous ouvrez un nouveau dossier. Là, vous avez deux événements distincts d'ouverture de dossier. Et par conséquent, il y a deux dossiers distincts, les dossiers étant individualisés par l'événement qui préside à leur ouverture. Et de même, dans l'exemple de Segal avec arthrite et arthritis, il y avait le concept d'arthrite initial du sujet, probablement qui a été dossier mental ouvert, probablement quand il a commencé à identifier le fait qu'il avait une maladie, quand il a commencé à souffrir du genou, quelque chose comme ça, peut-être avant même qu'il apprenne le mot arthrite qu'ensuite le docteur a pu mettre sur son mal quand il l'a rencontré la première fois, avant d'apprendre que l'arthrite affecte seulement les articulations. Donc il avait ce concept d'arthrite, et pendant son voyage en Angleterre, il a entendu le mot arthritis, et puis on lui a raconté des choses sur cette maladie-là, il a ouvert un dossier arthritis, et là il y a un deuxième événement d'ouverture de dossier. Et à chaque fois, on a un dossier, s'il y a un seul événement d'ouverture de dossier, et le dossier persiste à partir de là, peut être réactivé, etc. Et il y a deux dossiers, s'il y a deux événements distincts d'ouverture de dossier. Alors, la thèse originaliste implique que deux concepts distincts ne peuvent avoir la même origine. C'est ça l'implication. De même que la thèse référentialiste, dont je vous avais parlé, impliquait que deux concepts distincts, qu'on ne peut pas avoir deux concepts distincts portant sur un même objet. C'est une conséquence de la thèse qui a fait qu'on a abandonné la thèse, parce que c'est évident qu'on peut avoir des concepts distincts se rapportant au même objet. Et bien là, la thèse originaliste implique que deux concepts distincts ne peuvent pas avoir la même origine. Et donc, c'est une conséquence qu'on peut essayer de tester. On peut se dire, est-ce que ce ne serait pas possible de trouver des concepts distincts qui auraient exactement la même origine? Alors, c'est une argumentation qu'on trouve. Paolo Bonardi a défendu exactement cette idée. L'idée qu'on peut avoir des cas où il y a un événement unique qui donne lieu à deux dossiers distincts. Donc, une seule origine pour deux dossiers distincts. Et Sainsbury et Tai discutent également dans leur livre des cas putatifs de ce genre. L'exemple dont parle Bonardi, c'est un exemple qui vient du philosophe suédois Peter Palin, qui impliquait un insecte, je crois que c'était un papillon de nuit dans son exemple, on peut imaginer une mouche bourdonnante qui va et vient dans une pièce, donc vous remarquez, et qui donne l'impression au sujet qu'il y en a deux mouches. Le sujet, pour une raison ou une autre, a l'impression qu'il y a deux mouches qui volent et qui bourdonnent. Et donc, c'est exactement la même structure que... Parce qu'en fait, il y a une seule mouche dans l'exemple de Palin. C'est exactement la même structure que l'exemple des écureuils dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est le cas où le sujet croit observer deux écureuils qui se pourchassent l'un l'autre autour d'un arbre, alors qu'en fait, il n'y en a qu'un.
Donc, dans des cas de ce genre, c'est une illusion qu'il y a 2 écureuils ou 2 mouches, mais en tout cas, il y a un seul événement perceptif. Le sujet perçoit la mouche en fait unique qui vole, mais il a une sorte d'illusion. Sa perception donne naissance à 2 dossiers mentaux distincts, parce qu'il pense qu'il y a 2 mouches, ou il pense qu'il y a 2 écureuils. Donc, selon Bonardi, parce que les 2 dossiers mentaux ont la même origine, ben ça montre que la thèse selon laquelle 2 dossiers mentaux ne peuvent pas avoir la même origine est fausse, et donc que la thèse originaliste est fausse. Alors moi, je ne suis pas convaincu par ces exemples, ces contre-exemples, parce que je veux bien que dans l'exemple de Pagin, il y ait un seul événement perceptif. À l'origine, effectivement, on a cette perception de la mouche, et cette perception crée l'illusion qu'il y a 2 mouches. Donc il y a bien un seul événement perceptif. Mais néanmoins, je pense qu'il y a 2 événements distincts d'ouverture de dossier. Et ce sont ces événements d'ouverture de dossier qui comptent comme l'origine, qu'on pourrait appeler proximale, de chacun des dossiers. L'événement perceptif, c'est en amont la cause de ces 2 événements. Donc, si vous voulez, vous avez l'événement perceptif unique et qui crée une illusion chez le sujet, l'illusion qu'il y a 2 objets, 2 mouches, 2 écureuils, etc. Et l'illusion est cause du fait qu'il y a 2 événements d'ouverture de dossier qui se créent simultanément. Et ce sont ces 2 événements distincts d'ouverture de dossier qui sont l'origine de chacun des dossiers. Et donc, ce n'est pas vrai qu'il y ait des dossiers distincts qui partagent leur origine. Là, l'origine de chacun des dossiers, c'est un événement d'ouverture de dossier distinct, mais il est vrai que ces événements d'ouverture de dossier, en amont de ces événements, et comme il y a un événement perceptif unique. Mais ça n'est pas, je pense, une objection à la thèse originaliste. Bon, en tout cas, je voudrais passer à autre chose et vous parler de ce dont j'ai dit que j'allais l'aborder, c'est la question de savoir si les concepts sont quelque chose de social, et si les concepts sont, comme ils sont évidemment, quelque chose de social, comment on rend compte de cette dimension sociale. C'est évident que les concepts et les pensées, qui sont des assemblages de concepts, peuvent être partagés entre différents individus. Je dis c'est évident parce que si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'accord ou de désaccord possible entre des individus, il n'y aurait pas de discussion rationnelle, etc. J'ai dit que l'accord, le désaccord, tout ça suppose qu'il y ait certaines pensées que différents individus, vis-à-vis desquelles différents individus peuvent prendre des attitudes différentes. Mais ça doit être les mêmes pensées. On doit être capable, si on discute pour savoir si les tigres ronronnent ou pas, on doit être capable de mobiliser le même concept de tigre pour que ce soit véritablement une discussion. Et c'est à cause de cela, c'est parce que les concepts peuvent être et doivent être partagés que Sainsbury-Tythe, comme Frege et la plupart des philosophes, je dois dire, attribuent au concept une réalité supra-individuelle. Pour Frege, les concepts sont quelque chose de fondamentalement supra-individuel. Ce n'est pas du tout une réalité psychologique. Donc ça, ce caractère social des concepts, le fait qu'on puisse les partager, milite contre l'identification des concepts et des dossiers mentaux. Parce que les dossiers mentaux, eux, il faut prendre cette idée au pied de la lettre, les dossiers mentaux existent dans l'esprit d'un individu particulier. Et donc, ils ne peuvent pas être partagés. J'ai mes dossiers mentaux à moi et vous avez les vôtres. Il y a un sens où ce n'est pas partagé du tout, c'est privé. Alors, Sainsbury et Tythe distinguent le concept qui, pour eux, est quelque chose d'abstrait. Ils appellent ça un continuum abstrait non éternel. Je ne vais pas analyser pourquoi ils disent ça, là, j'ai plus le temps. En tout cas, ils distinguent le concept lui-même, qui est cette entité supra-individuelle, et ce qu'ils appellent l'emploi ou l'occurrence du concept, c'est-à-dire son déploiement concret dans la pensée d'un individu particulier. Donc, ce n'est pas la même chose. Le concept et puis son occurrence dans la vie psychologique d'un individu particulier. Donc, le concept, pour eux, c'est une réalité abstraite et sociale, et alors que l'occurrence du concept, c'est une réalité psychologique plus ou moins concrète. Et moi, ce que je propose, comme je l'ai dit, Millikan ou Papineau, je propose d'inverser les choses et d'appeler concept plutôt la réalité psychologique de base, c'est-à-dire le dossier mental,
individualisé par son origine dans la vie mentale du sujet. Donc dans cette perspective, les concepts sont privés, ce sont mes concepts, pas les vôtres, et c'est pareil pour les pensées. Les pensées aussi sont privées. Mais évidemment, il faut, à partir de cette réalité psychologique de base, tenter de définir ce que c'est que partager un concept, puisque littéralement, les concepts ne peuvent pas être partagés, parce que c'est des dossiers mentaux qui appartiennent à la vie mentale d'un individu particulier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On dit à la fois que les concepts ne peuvent pas être partagés, c'est des choses privées. En même temps, on reconnaît qu'il y a des phénomènes comme la discussion rationnelle entre des personnes, la transmission d'informations, la communication dans le langage. Tout ça, ça suppose le partage des pensées ou une forme de mise en commun des pensées. Et donc, il faut en rendre compte. Comment on peut en rendre compte si le point de départ qu'on se donne, c'est un point de départ où les concepts sont quelque chose de privé, de psychologique? Eh bien, on peut en rendre compte en définissant une notion de concept partagé qui n'est pas littéralement exacte, parce que littéralement, encore une fois, on ne peut pas partager les concepts, c'est des choses privées, mais on peut définir une notion de concept partagé comme une classe d'équivalence de concepts privés. On dira que deux concepts privés distincts font partie d'une telle classe d'équivalence, par exemple mon concept de tigre et votre concept de tigre, font partie d'une telle classe d'équivalence et sont donc des instances d'un seul et même concept partagé lorsqu'il y a entre ces concepts privés, ces concepts psychologiques, ces dossiers mentaux, une certaine relation R. Et donc ce que nous devons faire, c'est définir la relation en question. Quelle est la relation entre mes concepts et les vôtres qui font qu'on peut considérer que ces concepts sont des instances d'un même concept au sens social, au sens de concept partagé? Tout ce qu'on sait, c'est que la relation en question doit être ce qu'on appelle une relation d'équivalence. C'est une relation transitive, réflexive, symétrique qui a certaines propriétés, mais ça ne nous dit pas du tout quelle est la relation dont on parle. Et donc, la tâche ici consiste à identifier la bonne relation qui doit exister entre des concepts pour que ces concepts puissent être considérés comme le même en un certain sens. Et il y a pas mal de candidats possibles. Alors, dans le temps qui me reste aujourd'hui, je vous présente un candidat qui est intéressant, mais que je pense qu'il faut rejeter, et je vous présenterai mon candidat favori la prochaine fois. Donc le candidat intéressant, je vous dirai pourquoi intéressant, consiste à exploiter l'idée de chaîne communicative dont je vous ai parlé il y a 2 semaines à propos de l'exemple de Burge. Donc c'est l'idée qui remonte notamment à Kripke et Putnam qui emploient cette idée. Donc c'est Kripke principalement qui développe l'idée. Chez Putnam, il y a l'idée de la division sociale du travail linguistique et une idée analogue. On sait toujours les deux. Je fais remarquer qu'une troisième personne qu'on ne mentionne pas à propos de l'idée de chaîne communicative est pourtant celui qui est le premier à publier une description raisonnablement précise du phénomène. C'est Peter Gitsch, dans un article de 1969. Il présentait l'idée d'une façon qui était exactement la même idée qu'on trouve ensuite chez Kripke. Kripke l'a beaucoup plus développé et surtout il a été extrêmement influent. Donc, dans une chaîne communicative, c'est une chaîne, au début, il y a des gens qui, par exemple, moi qui rencontre le chat sans queue dont je vous parlais. Donc je suis en contact avec ce chat sans queue, je me forme un certain concept, une certaine représentation. Je peux même lui donner un nom, je peux l'appeler sans queue. Et je peux en parler à d'autres gens. Je me dis, t'as pas vu le chat, etc. Je décris un peu le chat. Les autres se forment par la communication une représentation, ils ouvrent un dossier mental au sujet du chat dont je leur parle, et puis ils se mettent à regarder s'ils ne le voient pas. Ensuite, on peut parler du chat, on peut employer ce nom sans queue. Il se peut que certains le voient et enrichissent leur propre dossier mental. Mais la chaîne communicative, c'est l'idée qu'il y a des gens qui possèdent un concept, qui parlent à d'autres du référent du concept. Les autres ouvrent eux-mêmes leur propre dossier mental sur la base de ce lien de communication. Et ils peuvent en parler à d'autres et ça se reproduit, etc. Donc il y a tout un ensemble de dossiers mentaux
qui se trouvent reliés les uns aux autres par cette chaîne communicative. Et dans le cas des premiers utilisateurs, le lien à la référence du concept, à l'objet, au chat en question, est un lien direct à travers peut-être la perception. Pour beaucoup de gens qui sont situés plus loin sur la chaîne communicative, il n'y a pas de lien direct avec le référent. Ils n'ont jamais vu le chat, mais ils en ont entendu parler. Et avoir entendu parler du chat, c'est quand même une relation au chat, une relation qui est médiatisée par la chaîne communicative et par les autres membres de la communauté linguistique dont ils ont obtenu leurs informations. Mais tous les gens qui sont sur cette chaîne communicative partagent quelque chose et se trouvent reliés au chat en question qui se trouve à l'origine, en quelque sorte, de la chaîne communicative. Car c'est la rencontre avec le chat qui a occasionné l'ouverture du dossier mental qui ensuite a été le point de départ de cette chaîne. Et dans cette perspective, on peut considérer aussi que le langage joue un rôle tout à fait fondamental parce qu'à partir du moment où il y a un mot qu'on utilise et qu'on associe à notre dossier mental, c'est ce mot-là qu'on utilise qui va aussi servir aux autres pour bâtir leur propre dossier mental autour du mot. Par exemple, un mot comme arthrite, quelqu'un comme Albert dont je parlais, il ne sait presque rien sur l'arthrite. Enfin, il a ses propres douleurs, mais il ne sait pas grand-chose. Mais il a le mot arthrite qu'il a entendu de la bouche de son docteur quand il a été diagnostiqué. Et ce mot arthrite, ça devient un élément assez important dans son dossier mental à lui, Albert. Il sait qu'il a une certaine maladie, une certaine douleur, et que cette maladie, c'est l'arthrite. Et le mot arthrite lui-même, c'est un mot qui fait que, par la possession du mot, Albert se trouve participer à une chaîne communicative qui remonte, en fait, aux premiers médecins qui ont créé ce concept, qui ont mis ce concept en circulation. Donc Albert et son docteur se trouvent tous les deux sur cette chaîne. Le concept d'arthrite, ou le mot arthrite, peut être représenté sous la forme d'une chaîne historique qui démarre quand le mot est introduit ou quand le concept est introduit, et ensuite tous les utilisateurs subséquents qui ont reçu le mot d'autres utilisateurs, etc., se trouvent inscrits sur cette chaîne, et tout le monde a des dossiers mentaux qui se trouvent en quelque sorte coordonnés à travers le fait qu'ils font tous partie de la même chaîne. Et tous les dossiers mentaux sur la chaîne sont en rapport avec cette maladie qui était à l'origine de l'ouverture des dossiers mentaux des premiers utilisateurs. Ce qui est important aussi, c'est que les différents dossiers mentaux qui se trouvent coordonnés entre eux par le fait qu'ils appartiennent à la même chaîne communicative, ils peuvent être très différents quant aux conceptions véhiculées. C'est le cas, évidemment, par exemple, le docteur, le médecin d'Albert, il en sait long sur l'arthrite. Albert, il ne sait presque rien. Mais néanmoins, il y a un sens où ils partagent ce concept d'arthrite parce qu'ils font partie, les deux, de cette chaîne communicative qui est unifiée notamment par le mot arthrite, dont ils sont tous des utilisateurs. Donc, sans entrer dans les détails, il y a beaucoup de choses à dire. Mais la suggestion qu'on peut faire, c'est que quand je vous parle de la relation R qu'il doit y avoir entre deux dossiers mentaux privés pour qu'on puisse considérer que c'est le même concept, au sens social, la relation R, ça pourrait simplement être la relation de co-implication dans une même chaîne communicative. Donc on pourrait dire que ce qui fait que Albert et son docteur partagent le concept d'arthrite malgré la différence de leur conception, c'est le fait notamment que ce sont deux utilisateurs du mot arthrite et qu'ils participent, ils font partie de la même chaîne communicative. Donc, dans cette conception, les dossiers mentaux privés associés au mot, à chaque étape, à chaque maillon de la chaîne, sont des instances du même concept partagé que le dossier mental privé des initiateurs. Et tous les dossiers mentaux des utilisateurs du mot arthrite sont co-impliqués dans la même chaîne communicative initiée par les découvreurs de l'arthrite. Donc on pourrait dire que c'est en ça que consiste le partage conceptuel. Vous avez des dossiers mentaux différents qui peuvent être très différents quant aux conceptions dont ils sont les véhicules,
mais néanmoins, il y a une sorte de coordination de ces dossiers mentaux qui se fait par la chaîne communicative à laquelle ils appartiennent. Et le langage joue un rôle évidemment fondamental, puisque ces chaînes communicatives consistent en une sorte de transmission à travers l'emploi du mot, du dossier, ou plus exactement, un dossier mental qui existe chez les initiateurs au début de la chaîne conduit à l'ouverture de dossiers mentaux co-référentiels chez d'autres personnes à qui ils parlent. Donc il y a une sorte de coordination des dossiers mentaux qui s'effectue à travers la communication linguistique avec les mots associés par les initiateurs à leur propre dossier mental. Bon, c'est une simplification, cette idée de chaîne communicative, parce que si on va par là, on doit s'apercevoir que ce n'est pas vraiment d'une chaîne dont il s'agit, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. En fait, il y a une pluralité arborescente de chaînes communicatives distinctes initiées par les découvreurs de l'arthrite. Donc il y a les gens qui sont au départ, comme moi avec le chat que je vois, je peux lui donner un nom, j'en parle à quelqu'un, donc ça fait une sorte de chaîne, la personne va en parler à quelqu'un d'autre, mais il y a un moment où ça va partir dans bifurquer, il y a quelqu'un qui va en parler à quelqu'un d'autre, va en parler à quelqu'un d'autre, il va y avoir une arborescence. Et à la fin, on va se retrouver avec un réseau très complexe, où il va y avoir beaucoup de chaînes communicatives qui se recoupent, etc. Et ce qu'on va retrouver, c'est une origine commune à tout ça. Donc c'est plutôt une notion de réseau dont on a besoin, plutôt que celle d'une chaîne unique, parce qu'il va y avoir une ramification. Et typiquement aussi, quelqu'un qui acquiert le mot arthrite va acquérir ce mot de sources multiples. Donc il va y avoir plusieurs chaînes communicatives. Mais toutes ces chaînes sont censées appartenir au même réseau. Et ce qui compte, au final, c'est le réseau. Et donc la relation R dont nous parlons, c'est l'idée que les dossiers mentaux des différentes personnes font partie du même réseau. Et à travers le réseau, ces dossiers mentaux sont interconnectés entre eux. Et on va dire qu'un concept partagé, c'est donc la classe d'équivalence pertinente, c'est la classe de tous les dossiers mentaux privés qui sont coordonnés de cette façon et qui appartiennent au même réseau. Et à partir de là, on va avoir une notion de concept partagé, de concept social, qui lui aussi va être un continuant. Jusqu'à présent, le seul continuant qu'on avait, il était psychologique. Dans la vie mentale d'un individu, il y a un certain concept qui persiste, vous ouvrez votre dossier mental à un moment, et ensuite, ce concept persiste dans votre vie mentale, même si les conceptions varient. Donc le dossier mental, il a une vie propre, il commence à exister quand il est ouvert, il persiste, il conserve l'information en mémoire et vous permet d'y accéder quand le dossier se trouve activé lors d'un nouvel épisode cognitif. Et il accueille aussi les nouvelles informations que vous glanez à l'occasion de l'épisode en question. Donc le contenu du dossier est mis à jour, il se transforme d'épisode en épisode, mais c'est toujours le même dossier. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une autre forme de persistance qui n'est plus la persistance du dossier psychologique privé dans l'esprit d'un individu, mais on a, à travers la chaîne communicative, on a la persistance du concept en tant que concept social à travers la propagation du concept d'un individu à l'autre. Et on va avoir aussi une sorte de continuant qui va être le concept en tant que cette chose qui se propage socialement. Mais c'est un autre plan, c'est le plan social, c'est plus le plan psychologique. Mais ce sera aussi une continuité et une notion pertinente de continuant. Cependant, comme j'ai dit, cette théorie est intéressante. Pourquoi j'ai dit qu'elle était intéressante? Parce que je pense que c'est la bonne notion, cette idée de coordination à travers un réseau, où la notion de réseau est inspirée de celle de chaîne communicative. Je pense que c'est la bonne notion dont on a besoin pour clarifier l'idée d'un concept exprimé par un mot du langage public. Si vous demandez quel est le concept exprimé par le mot arthrite, cette notion du concept exprimé par un mot, vous avez besoin de cette idée de réseau pour arriver à dire ce que c'est. Donc je ne vais pas moi-même me lancer là-dedans. Mais le point important, c'est que le concept exprimé par un mot, ce n'est pas la même chose
que le concept que l'utilisateur du mot exprime lui-même. Quand moi, j'utilise un mot, le concept que j'exprime correspond à mon dossier mental, le dossier mental que moi j'associe à ce mot. Et ça, c'est un dossier mental privé. Mais le dossier mental que moi j'associe à un mot quand je l'emploie, ce n'est pas la même chose que le concept exprimé par le mot lui-même. Et si on veut se poser la question de savoir ce que c'est que le concept exprimé par le mot lui-même, on va avoir besoin d'une théorie qui fasse appel à la coordination des dossiers mentaux à travers les chaînes communicatives et les réseaux dans la communication. La distinction entre le concept exprimé par le mot lui-même et le concept exprimé par la personne qui emploie le mot, c'est une distinction importante que fait Kripke. Et on a besoin de cette distinction. Donc je pense que le concept exprimé par un mot, peut être identifié à un dossier mental public constitué par un réseau de dossiers mentaux privés interconnectés grâce à un mot auquel tous ces dossiers sont associés. J'ai développé cette idée dans ce livre de 2016. Donc l'idée d'un dossier mental public, ça peut paraître bizarre de dire qu'un réseau de dossiers mentaux privés, interconnectés grâce au langage, parce qu'ils sont tous associés à un même mot, dire que ça, c'est un dossier mental public, ça peut paraître bizarre, mais l'idée est la suivante, on a tous notre dossier mental sur les tigres, mais on communique les uns avec les autres. Et en communiquant les uns avec les autres, on essaie de bâtir une sorte de socle commun ou de corps commun de connaissances sur les tigres, et on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas des fausses informations qui se mêlent aux vraies, etc. On joue un rôle de gardien à travers notre pratique dans la communication, de sorte qu'on peut considérer que ce réseau interconnecté sert effectivement à édifier quelque chose qui est plus abstrait, une sorte de dossier mental public partagé. C'est ça un peu l'idée. Mais de toute façon, ce n'est pas vraiment la question que je traite aujourd'hui. Je voulais juste vous indiquer que cette idée de cette relation de co-implication dans un même réseau communicatif, c'est une idée qui est très importante, notamment pour la philosophie du langage. Mais je ne pense pas que la notion de réseau ou de chaîne communicative soit fondamentale pour analyser la notion de concept partagé en général. Donc je pense que c'est important pour la notion de concept exprimé par un mot du langage public. Oui, là on a besoin de cette idée de réseau. On a besoin des dossiers mentaux privés des gens, on a besoin d'une relation de coordination, on a besoin d'une notion de réseau. C'est comme ça qu'on va dire ce que c'est que le sens d'un mot dans le langage public. Mais ce dont je vous parlais, ce n'était pas du langage public, je vous parlais du partage des concepts, du fait qu'on peut partager des pensées, on peut discuter, on peut être d'accord ou pas d'accord, etc. Alors vous allez me dire, tout ça, ça passe par le langage. Quand on discute, c'est avec des mots. Ben justement, je ne suis pas complètement d'accord. En partie, oui. On discute avec des mots. Le partage conceptuel, il se fait grâce aux mots, notamment. Mais cependant, je ne crois pas que l'idée même de désaccord, dont on avait vu qu'elle implique d'accord ou désaccord, idée qui implique le partage conceptuel, je ne crois pas que ça implique la communication, que ça passe nécessairement par la communication. Il y a évidemment une forme d'accord et de désaccord qui passe par la communication. On peut discuter de savoir si les tigres ont ronronné ou pas. Et là, on va employer des mots, etc. Donc il y a bien une forme de désaccord qui repose sur l'interaction communicative des parties qui sont en désaccord. Mais il y a aussi des formes de désaccord entre sujets qui n'impliquent aucune interaction d'aucune sorte entre les sujets dont les points de vue sont simplement incompatibles. Donc vous pouvez imaginer des sujets qui appartiennent à des communautés complètement séparées et qui ne sont reliés par aucun réseau communicatif. On veut quand même dire, à propos de ce genre, donc vous avez deux communautés complètement séparées, aucune relation communicative entre eux, pas de langage commun, ben on peut quand même dire qu'ils ne sont pas d'accord sur les tigres, par exemple. On peut dire ça. Donc ça veut dire qu'on a une notion de concept partagé qui va au-delà de la communication. Même si la communication, l'interaction communicative est quelque chose de très important.
Donc, pour autant que le désaccord implique le partage conceptuel, et je pense que c'est vrai, on ne peut pas être en désaccord avec quelqu'un si on ne partage pas les concepts, parce qu'il doit y avoir une pensée que moi j'accepte et que vous rejetez, par exemple, et donc ça veut dire qu'il doit y avoir des concepts partagés, donc on a besoin d'une notion de concept partagé. Donc, pour autant que le désaccord implique le partage conceptuel, les formes non communicatives de désaccord montrent que la relation R, dont j'ai dit qu'elle fonde la notion de concept partagé, la relation entre concepts privés qui fait que deux concepts privés peuvent être le même concept et permettre, par exemple, l'accord, le désaccord, des choses comme ça, et bien dans la mesure où il y a des formes non communicatives de désaccord, ça montre que la relation R en question ne peut pas être une relation qui fait appel aux chaînes communicatives, qui fait appel au réseau, qui fait appel au langage public. Ça ne peut pas être ça. Il faut quelque chose de plus général que ça. Et c'est pourquoi, la prochaine fois, je vous proposerai un nouveau candidat pour la relation R entre dossiers mentaux privés qui permet de fonder l'idée que ces dossiers mentaux privés sont des instances d'un même concept partagé, en ce sens légèrement non littéral, parce qu'au sens littéral, les concepts ne peuvent pas vraiment être partagés, mais il y a quand même cette socialisation du concept fondée sur une certaine relation entre concepts privés, et c'est ce dont je vous parlerai la prochaine fois. Merci. Je vous rappelle que nous avons le séminaire dans 10 minutes. Mariam Ebrahimi Dinani nous parlera et j'espère que vous pourrez rester. Merci.